PIB, l'économiste Kuznets, avait bien dit, lorsqu'il l'a défini, qu'en aucun cas le PIB ne pourrait définir le bien-être véritable d'une nation. Bon, c'était un peu oublié malheureusement. Et puis, il y a le long terme de l'environnement. Donc, c'est très difficile à ceux qui sont préoccupés soit par l'économie, soit par la qualité de la vie sociale, soit par l'environnement, mais c'est un peu un dialogue de sourds. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un concept qui permettrait de relier ces trois échelles de temps, et au moins d'avoir une sorte de plateforme commune, une base, une fondation commune, pour œuvrer ensemble, pour résoudre de manière harmonieuse ces défis. Et, disons, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé au travers du monde, et puis dialogué aussi bien avec des neuroscientifiques, des spécialistes de l'environnement, des économistes, entrepreneurs sociaux, d'avoir vécu dans la nature, dans des régions comme l'Himalaya, où on voit ce qui se passe. Et ce qui m'est apparu, grâce à tout ce que j'ai entendu aussi de mes maîtres spirituels et du propre chemin spirituel que j'ai suivi, c'est qu'il m'a semblé qu'une chose finalement assez simple, un concept universel et assez simple, permettrait de relier ces trois échelles de temps. C'est l'altruisme, c'est-à-dire la considération d'autrui. Si nous avons davantage de considération pour autrui, eh bien, nous n'allons pas jouer au casino avec les ressources qui nous ont été confiées en tant qu'investisseurs financiers. Vous allez avoir une économie plus solidaire, plus responsable, etc., etc. Si nous avons davantage de considération pour autrui, eh bien, nous allons faire en sorte qu'au travail, dans la vie sociale, on puisse réduire les inégalités, prendre soin de tout à chacun, permettre à la société et aux citoyens de s'épanouir le mieux possible dans l'existence. Et si nous avons davantage de considération pour autrui, bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer le sort des générations. Donc, au sein de tout cela, lorsqu'on examine les différentes composantes, on voit que, vous voyez ici ce diagramme, on voit cette montée exponentielle dans les années 50. Alors, j'en ai une quinzaine que je pourrais vous montrer, la déforestation, l'utilisation d'eau douce, l'appauvrissement des sols, etc., etc. Je vous montre juste une d'entre elles qui concerne la concentration en métal. Vous allez me dire pourquoi le métal? C'est parce que justement, je veux en venir à une question assez particulière. Alors tout d'abord, parmi tous les facteurs de réchauffement global, le métal est déjà 30 fois plus actif pour le gaz à effet de serre que le CO2. Par chance, il dure moins, sa durée de vie dans l'atmosphère est de 10 ans au lieu de 100 ans pour le CO2. Alors le métal pourrait être libéré en grande quantité naturellement si le permafrost devient à fond. En Sibérie, en Alaska et ailleurs. Mais pour l'instant, ces émissions considérables de métal viennent en majorité de l'élevage industriel. Les déchets, les gaz, tout ce qui est lié à l'élevage industriel. Alors ça peut paraître beaucoup pour simplement l'élevage industriel, mais c'est un fait. Et donc, de façon surprenante, lorsqu'on regarde, et on voit ça très clairement exprimé dans le dernier rapport du GIEC, c'est-à-dire le comité d'études des changements climatiques sous l'égide des Nations Unies, qui rassemble des milliers de meilleurs scientifiques dans leurs disciplines respectives, a montré que l'élevage industriel, au travers des émissions de méthane et de toute la chaîne qui mène à la production de bétail, de viande, de lait, etc., en partant de la déforestation, du transport du grain des pays en voie de développement vers les pays, etc., l'émission de méthane est la deuxième cause de gaz d'effet de serre, 14,5%, derrière les bâtiments industriels privés, les habitations, et avant même les transports. Donc ce n'est pas seulement les voitures, les avions, les bateaux, certes, c'est une contribution importante, mais l'élevage industriel a une place majeure dans le changement climatique. Alors ça, c'est déjà quelque chose, vous voyez, l'élevage industriel déjà a un impact négatif sur les générations à venir. Tout le monde y perd. Qui d'autre y perd? Eh bien, si on va en gardant pour la fin les principales victimes que sont les animaux, il y a aussi l'injustice sociale. Pourquoi? Parce que
maintenant, aujourd'hui, vous avez 750 millions de tonnes de céréales comestibles, comme le soja, le maïs, le blé, qui sont produites dans les pays en voie de développement, qui pourraient servir à nourrir environ 1,5 milliard de personnes qui en ont besoin, pour être expédiées dans les pays développés pour l'industrie. C'est tout le contraire. Et pour vous dire à quel point il y a un déséquilibre, en Amérique du Nord, aux États-Unis, un citoyen moyen consomme 120 kg de viande par habitant. C'est 3 kg en Inde, 80 en moyenne en Europe. Donc vous voyez clairement la vie. Et même en Somalie, au moment des famines, on continue à exporter du grain vers l'Angleterre pour les fabriques d'élevage industriel. Donc vous voyez qu'il y a là une injustice sociale. Il y a aussi, alors, même si on ne s'intéresse qu'à l'espèce humaine, on l'a souvent dit, il faut manger de la viande, c'est bon pour la santé, j'étais carnivore, ce qui n'est vraiment pas le cas. Les hommes préhistoriques en moyenne n'étaient pas carnivores, c'est l'homme de Néandertal qui a été un très bon carnivore, et puis ça a monté et s'est descendu au fil du temps. Mais bon, les protéines des humains dans la viande, c'est bien, 20% environ. Si vous faites des produits à base de soja et de tofu, c'est jusqu'à 35% de protéines. Mais ce n'est pas tout. Il y a plusieurs grandes études épidémiologiques qui ont été réalisées ces dernières années, aussi bien en Europe et surtout en Amérique du Nord, portant certaines sur 10 000 personnes sur 20 ans, d'autres sur 100 000 personnes sur 10 ans, et qui ont examiné, disons, comparé des gens qui mangeaient de la viande tous les jours par rapport à ceux qui en mangeaient 1 ou 2 jours par semaine. Ce n'est même pas des végétariens, c'est des gros consommateurs par rapport aux petits consommateurs. Pour vous donner une idée, si vous prenez les 25% de la population qui mange le plus de viande par rapport aux 25% qui en mangent le moins, vous avez annuellement une augmentation du risque de mortalité d'environ 15% pour ceux qui mangent le plus de viande. Principalement cancer, principalement du côlon, et également maladie cardiaque. Une étude faite sur 18 ans, sur 10 000 personnes, pendant ces 18 ans, 75% plus de mortalité, donc c'est sur 18 ans, pas seulement sur un an. Chez ceux qui mangeaient une haute consommation de protéines animales, vous ne voyez pas ça sur ceux qui consommaient principalement des protéines végétales. Donc si vous voulez en gros, bon, je ne peux pas passer dans les détails, mais c'est une étude sérieuse, ce n'est pas juste des fanatiques de végétarisme qui ont montré ça, c'est sponsorisé par le ministère de la Santé américain. Il est clair que c'est même pas spécialement bon pour la santé humaine. Reste évidemment, comme vous l'imaginez, les principales victimes, et là les nombres sont colossaux. Et il s'agit d'environ 60 milliards d'animaux terrestres par an et 1000 milliards d'animaux marins qui sont tués pour notre usage. Je reviens sur les chiffres de la consommation de viande. Aux États-Unis, 120 kg, en Inde. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, excusez-moi de répéter. Voilà, la mortalité, vous voyez des études en bas qui citaient l'origine de cette étude. Donc là, vous voyez là, il y a un ensemble de questions, tout le monde y perd. Les générations à venir, les pays les plus pauvres, la santé humaine, et bien sûr, les premières victimes qui sont les animaux. Alors, qui sont ces animaux? Évidemment, notre rapport aux autres êtres sensibles a beaucoup évolué avec l'histoire. Alors, au début, il faut reconnaître que lorsqu'on regarde l'évolution historique des rapports entre les hommes et les animaux, les tribus, disons, au temps des chasseurs-cueilleurs, et la sédentarisation qui a amené à l'agriculture et à l'élevage, de ces produits qui ont environ 12 000 ans. Donc, avant ça, vous aviez plus d'1 million d'années de vie de chasseurs-cueilleurs. Ces civilisations, qui étaient assez égalitaires, en gros, considéraient les animaux et celles qui maintenant subsistent sur Terre, qui vivent ce modèle nomadique de chasseurs-cueilleurs, considèrent généralement les animaux comme différents. Ils ne les considèrent pas comme inférieurs. Ils les chassent, ils les connaissent, ils les respectent. Parfois même, il y a l'esprit du jaguar, l'esprit du grand caribou, il y a une sorte aussi de relation un peu magique vis-à-vis des animaux. Mais en gros, ils sont différents. Ils savent très bien que cette différence tient au fait que si l'homme est plus intelligent, les animaux courent plus vite, etc., etc. Il ne faut pas se prendre la tête sur des qualités, des prouesses de l'être humain sur certains aspects, comme le rappelait récemment Gilles Boeuf, président
président du Muséum d'histoire naturelle, il disait bon, Usain Bolt, il va moins vite qu'un chat, et Michael Phelps, il nage à la vitesse d'une carpe. Et une carpe, disait-il, ça ne nage pas très vite. Moins pas le rapide des poissons. Donc on s'aperçoit, quand on regarde l'histoire des rapports entre l'homme et l'animal, ce sont les sociétés et les cultures qui ont d'abord domestiqué et puis tué en masse les animaux, qui, pour un peu s'y retrouver un peu dans leur intégrité morale, si tant est que ce soit possible, ont essayé finalement de dire bon, alors soit ces animaux ils sont inférieurs, soit ils ne ressentent pas la douleur, soit ils n'ont pas d'âme, soit ils sont là uniquement pour nous, créés pour notre usage. Et donc, c'est une façon de tranquilliser notre conscience de ces façons différentes. Et il est intéressant de remarquer que parmi les premiers peuples qui ont ainsi domestiqué et tué beaucoup les animaux, les Sumériens, c'était aussi ceux qui ont inventé l'esclavage. Parce qu'à partir du moment où on dévalorise un groupe, on peut aussi étendre ça à certains groupes d'humains. Et donc, vous voyez ce processus de dévalorisation, on déshumanise les hommes, on réifie les animaux, on en fait des objets de consommation et d'usage. Comme disait, comme écrivait Milan Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être, si vous aviez un extraterrestre qui descendait aujourd'hui et qui disait, vous savez, vous avez une bonne nouvelle, notre philosophie, notre Dieu nous a dit que vous, les humains, aviez été créés pour notre consommation. Alors nous venons prendre notre dû, et en plus on va vous dire, on est tellement friand de viande, de chair humaine, c'est tellement délicieux, on ne peut pas s'en passer. Vous savez, dans mes leur expliquer, finalement, vous êtes un être sensible aussi, vous voudrez bien continuer à vivre, ne pas souffrir, etc. Donc cette idée s'est poursuivie, on est arrivé à... Il y avait bien sûr des voies tout au long de l'histoire, dans le bouddhisme bien sûr, dans le jaïnisme, mais aussi en Occident. Pythagore, Ovide, bien d'autres penseurs, plus récemment Newton et d'autres, qui disaient nous ne voulons pas vivre de la souffrance des autres. Ovide disait je ne veux pas que ma chair soit une sorte de façon de transformer la chair et la mort des autres, etc. etc. Marguerite Yourcenar, je ne veux pas faire de mon corps un cimetière. Donc, des penseurs occidentaux, bien sûr, ont perçu ça. Dans le bouddhisme, on considère que chaque être sensible à la nature de Bouddha, qu'ils veulent principalement éviter la souffrance. Personne ne se réveille le matin en souhaitant puisse souffrir toute la journée. Donc éviter la souffrance, c'est notre premier souhait. Et de ce fait, lorsqu'on vous enfonce un coup de couteau dans le ventre, vous êtes un professeur d'université ou une chèvre, sur le moment, mis à part toutes les considérations qu'il pourrait dire indépendamment de cela, en gros, ça revient un petit peu à la même expérience. Donc, qui sont vraiment les animaux? Sont-ils aussi inférieurs que ça? Sont-ils de simples automates, comme vous pensez Descartes et Malebranche? Il est clair que ce n'est pas le cas. Vous voyez par exemple ici Tetsuro Matsuzawa, un des grands éthologues japonais, qui a fait des expériences remarquables sur l'intelligence, notamment des grands singes. Et là, je vais vous montrer un petit clip qui vient d'une émission d'Arte, qui montre qu'en fait, vous allez voir, les chimpanzés sont bien meilleurs que nous en ce qui concerne le calcul mental. Alors, regardez cette vidéo. C'est une tâche cognitive, une tâche sans aucun problème. Cela ne lui prend que 5 centièmes de seconde, avec un risque d'erreur n'excédant pas 20%. Ayumu a-t-il une meilleure mémoire à court terme des chiffres que ses cousins humains? Il y a 15 chiffres et à chaque fois, il les met exactement dans l'ordre. Parviendront-ils à égaler le record d'Ayumu? Les chiffres affichés sur l'écran n'apparaissent qu'un court instant avant d'être masqués par des carrés. Pour classer 5 chiffres, il faut au moins 20 centièmes de seconde au cerveau des humains. Alors qu'Ayumu n'a besoin que de 5 centièmes de seconde pour qu'un. Donc, vous voyez, pour le calcul mental, on est battu à plat de couture. Les chimpanzés vont 4 fois plus vite et ils peuvent, nous en général, on peut se rappeler en gros de 7 chiffres. Si on vous dit 7 chiffres dans un certain ordre, 1, 5, 7, 8, 1,